C'est officiel, à compter du 1er janvier 2024, la République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh ne sera plus. L'ensemble de ses institutions vont être dissoutes. Cette annonce fait suite à la victoire militaire de l'Azerbaïdjan sur l'enclave. C'était il y a exactement 9 jours. Depuis, plus de 80 000 Arméniens ont pris la route de l'exil, des Arméniens qui redoutent un nettoyage ethnique. Alors faut-il y voir le début d'une nouvelle crise aux portes de l'Europe et quelles en seront les conséquences à l'échelle régionale? On en parle ce soir avec nos deux invités. Marie Dumoulin, vous êtes ancienne diplomate, directrice du programme Europe élargie à l'European Council of Foreign Relations. Et Luc de Barrochet, bonsoir et bienvenue à vous également. Vous êtes journaliste responsable du service Monde à l'hebdomadaire Le Point. Alors Luc de Barrochet, c'est à vous que s'adresse ma première question. On en est à plus de 80 000 personnes poussées aujourd'hui sur les routes de l'exil. L'Arménie est-elle capable aujourd'hui d'accueillir un tel afflux de réfugiés ? Oui, c'est la question qu'on se pose. Il y a 93 000 personnes au dernier comptage fait par les autorités arméniennes. Donc, on approche des 100 000 personnes qui ont fui en quelques jours le Haut-Karabakh et qui se sont réfugiées en Arménie. C'est un désastre humanitaire. On peut même parler de cataclysme humanitaire à ce niveau, puisqu'il y avait une population estimée à 120 000 personnes arméniennes au Karabakh. Donc, on a aujourd'hui près des 4/5 de la population qui s'est déjà réfugiée en Arménie. C'est évidemment pour l'Arménie un choc énorme et une difficulté évidemment à gérer tous ces réfugiés. C'est une situation qui fragilise le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Alors, il est fragilisé pour des raisons politiques, oui, pas par le désastre humanitaire. Il est fragilisé parce que sa décision de ne pas intervenir dans cette guerre-ci et en quelque sorte d'abandonner le Haut-Karabakh à son sort est très critiquée par une partie de la population. Sa décision aussi de prendre ses distances avec Moscou et de se rapprocher de l'Occident suite à ce qu'on pourrait appeler le lâchage ou la trahison de l'Arménie par Vladimir Poutine est aussi très critiquée par son opposition. Et on voit bien que la Russie est en train d'agiter la rue arménienne contre lui. Donc, il y a maintenant une grande fragilité du pouvoir arménien qui est, il faut le rappeler, issu de la révolution populaire de 2018 qui avait jeté dehors les dirigeants arméniens qui étaient à l'époque des dirigeants pro-russes et très corrompus. Alors justement, vous parlez de la Russie, je me tourne vers vous, Marie Dumoulin. La Russie a dit qu'elle déciderait avec l'Azerbaïdjan de l'avenir justement de sa mission de maintien de la paix au Haut-Karabakh. C'est ce qu'a indiqué le Kremlin aujourd'hui. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette mission? Est-ce que ce n'est pas finalement un échec pour la Russie? Alors, il est clair que le maintien de cette mission sera un enjeu fondamental pour la Russie. Cette mission, elle avait été déployée en novembre 2020 après le cessez-le-feu qui avait mis fin à la précédente offensive azerbaïdjanaise sur la région. Et cette mission, elle avait vocation à s'interposer entre les forces azerbaïdjanaises et la population arménienne du Karabakh pour protéger la population arménienne du Karabakh. On ne peut pas dire qu'elle ait fait la preuve de son efficacité, ni lors des épisodes de violence qu'il y avait eu en 2021 et 2022, y compris vis-à-vis du territoire de l'Arménie elle-même, ni a fortiori dans cette offensive des derniers jours, où la seule contribution finalement du contingent russe a été de contribuer à la médiation qui a conduit à un nouveau cessez-le-feu, mais qui peut très largement s'apparenter à une capitulation des forces du Karabakh. Et en même temps, Marie Dumoulin, la Russie, elle a toujours joué un rôle assez ambigu finalement dans ce conflit, parce qu'elle avait effectivement elle a toujours cette mission de maintien de la paix, mais en même temps, elle fournit des armes aux deux pays, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. À quel jeu joue précisément la Russie dans ce conflit ? Alors ça, c'est un jeu qui est assez ancien en réalité.
Il faut bien voir que l'Arménie, du fait de ce conflit qui dure en réalité depuis l'effondrement de l'URSS et du fait de la fermeture de sa frontière avec la Turquie, a toujours été très isolée sur le plan géopolitique et a été très dépendante de la Russie, à la fois économiquement sur le plan énergétique, mais aussi pour sa sécurité. Et la Russie était et reste d'ailleurs le principal fournisseur d'équipements militaires et d'armes pour l'armée arménienne. En regard, l'Azerbaïdjan, qui avait pris ses distances avec la Russie durant les années 90, a fait l'objet d'une offensive de charme de Moscou depuis plusieurs années maintenant, qui a cherché à se rapprocher considérablement de ce pays, y compris par la fourniture d'armements, en sachant que l'Azerbaïdjan avait des ressources considérables pour équiper son armée. Et Moscou, qui était par ailleurs l'un des médiateurs dans le conflit qui opposait l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, a mis en avant d'une certaine manière le fait que, livrant des armes aux uns et aux autres, elle avait une posture d'équilibre. Cette posture est très largement fictionnelle et on l'a vu à la fois en 2020, mais surtout avec l'offensive de ces derniers jours. En réalité, le fait de ne pas soutenir l'Arménie revenait, étant donné le rapport de force très déséquilibré, à de fait soutenir l'Azerbaïdjan. Luc de Barochet, il y a un pays de la région qui s'est réjoui de cette victoire militaire de l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie. Son dirigeant Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ailleurs immédiatement rencontré le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Pourquoi est-ce que la Turquie a des raisons de se réjouir de cette victoire militaire ? La Turquie est l'allié de l'Azerbaïdjan depuis 30 ans maintenant, depuis l'indépendance déclarée par l'Azerbaïdjan après la chute de l'Union soviétique. Et on voit depuis des années se préparer cet axe entre Ankara et Bakou, qui fait que aujourd'hui la Turquie, grâce à cette victoire militaire de l'Azerbaïdjan, renforce son rôle régional, au détriment de la Russie d'ailleurs, comme on vient de le dire. La Russie, qui était le protecteur traditionnel, en tout cas la puissance dominante traditionnelle dans le Caucase depuis un siècle, est maintenant marginalisée par le changement de pied de Vladimir Poutine. Et on voit aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan, le président turc, accueilli en triomphe en Azerbaïdjan. On a vu ça lundi. Et aujourd'hui, le pouvoir dictatorial de l'Azerbaïdjan est renforcé à la fois par cette victoire, par le soutien turc et par le relatif effacement de la Russie. Alors justement, pour revenir plus en détail sur ce corridor que l'Azerbaïdjan et la Turquie souhaitent ouvrir, ce couloir terrestre entre les deux pays via le sud-est de l'Arménie, je vous propose ce sujet de Sophie Goldstein qui revient sur l'histoire de ce projet. À quelques 1400 mètres d'altitude, le village arménien de Knatsak suit avec nervosité les événements depuis l'opération militaire azerbaïdjanaise au Nagorno-Karabakh, car l'Azerbaïdjan est tout près. Face à face, deux postes frontières, arméniens et azerbaïdjanais, espacés de quelques dizaines de mètres. De quoi donner des sueurs froides aux habitants, moins d'1 millier de personnes, dont Alvard et son mari. On sait ce qu'ils pensent et on entend ce qu'ils disent, les soldats azerbaïdjanais. Même lorsqu'ils jurent, je les entends depuis notre balcon. Sur la colline, des blindés arméniens de la dernière guerre en 2020. Le couple avait alors aménagé, comme d'autres ici, des grottes pour se cacher de l'ennemi. Confort sommaire, ces portes posées horizontalement serviront de lit, si besoin. La vie à Knatsak est très cruelle. Nous sommes entourés d'Azerbaïdjanais. Leur poste se trouve à 100 mètres au-dessus de notre maison. Nous dormons sans crainte. Nous n'avons pas peur. Mais comment en être sûr ? Et s'ils attaquent, nous résisterons, assure Artouche. Que faire d'autre ?
La crainte de ces Arméniens proches de la frontière est celle de nombre d'Arméniens plongés dans l'incertitude de ce qui peut se passer maintenant que l'Azerbaïdjan a repris contrôle du Nagorno-Karabakh. Bakou peut-il mener d'autres offensives et occuper des territoires arméniens dans le sud du pays ? Les experts estiment en effet que c'est le projet des alliés turcs et azerbaïdjanais qui établirait ainsi une continuité entre leurs territoires par le corridor de Zangezur. Nous le mettrons en place aussi vite que possible, déclarait mardi Recep Tayyip Erdogan. Le président turc évoquait une connexion ferroviaire et terrestre avec le frère azerbaïdjanais et une nouvelle ère de paix et de prospérité avec le partenaire iranien. Marie Dumoulin, jusqu'où peut aller l'Azerbaïdjan? Pensez-vous qu'il y a une possibilité que le pays cherche à étendre les conflictualités dans la région, avec notamment ce projet de corridor? Alors, ce projet de corridor, il fait partie des intérêts affichés par Bakou depuis de nombreuses années, en réalité, parce qu'on le voit très bien sur la carte pour l'Azerbaïdjan, la connexion avec sa région du Nakhitchevan, qui se trouve au-delà du territoire de l'Arménie, est un sujet extrêmement compliqué. Pour la Turquie, ce serait un corridor stratégique puisqu'il y aurait une continuité depuis l'Anatolie jusqu'aux rives de la Caspienne, contrôlée par la Turquie d'une part et par son allié azerbaïdjanais. Ça suppose néanmoins de s'attaquer au territoire de l'Arménie elle-même, alors que l'offensive qui a été conduite ces derniers jours visait à reprendre le Haut-Karabakh, qui lui, sous la période soviétique, faisait partie de l'Azerbaïdjan. Donc on changerait d'échelle dans la conflictualité. Ça ne serait pas la première fois que l'Azerbaïdjan s'en prendrait au territoire arménien. Ça a déjà été le cas, je l'ai rappelé, en 2021 et 2022. L'Iran a signalé que ce serait pour lui une ligne rouge parce qu'il s'agit aussi de sa frontière avec l'Arménie qui serait en jeu si l'Azerbaïdjan visait à établir ce corridor le long de sa frontière. La Russie est sans doute plutôt du côté de l'Azerbaïdjan, notamment parce que l'accord de 2020 qui mettait fin à la précédente guerre prévoyait l'établissement de cette liaison terrestre qui aurait été sécurisée par des forces russes. Reste à savoir si Moscou suivrait Bakou dans une offensive contre le territoire de l'Arménie. On sait que la Russie a une notion assez particulière de l'intégrité territoriale, mais elle peut aussi voir son intérêt à maintenir la séparation entre la Turquie d'une part et l'Azerbaïdjan de l'autre. Luc de Barochet, aujourd'hui les Européens, l'Union européenne a demandé l'envoi le plus rapidement possible dans les prochains jours d'une mission des Nations Unies au Haut-Karabakh. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme d'hypocrisie des Européens qui ont condamné par exemple Vladimir Poutine de diverses manières par rapport à son projet de vouloir remodeler les frontières régionales par la force. Pourtant, le président azerbaïdjanais est en train de faire exactement la même chose. Mais on sent qu'il y a un désengagement, peut-être une timidité européenne ou une hypocrisie. Vous, comment est-ce que vous analysez ce positionnement européen ? Oui, il y a une hypocrisie qui s'explique de plusieurs facteurs. La première chose à mentionner, c'est évidemment les hydrocarbures. Le fait que l'Azerbaïdjan dispose de gaz et de pétrole en quantité très importante qui permettent à l'Europe en quelque sorte de suppléer à l'arrêt des livraisons de gaz russe. On a au contraire augmenté les contrats avec l'Azerbaïdjan depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, l'Europe est très timide vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Elle s'est laissée endormir également par des assurances qui ont été données par le dictateur azerbaïdjanais, Aliyev, qui avait assuré aux dirigeants européens qu'il n'allait certainement pas attaquer le Haut-Karabakh, alors qu'évidemment on a vu que le 19 septembre dernier que c'était un mensonge. Et dernière chose, les sanctions qu'on a prises contre la Russie ont en quelque sorte contraint les Européens à éviter de sanctionner l'Azerbaïdjan, puisque on
doit quand même avoir besoin, surtout à l'approche de l'hiver, de gaz. Et donc la grande hypocrisie, c'est de dire l'Azerbaïdjan, c'est pas tout à fait pareil que la Russie, alors qu'en fait, on voit bien que le comportement d'Aliyev vis-à-vis de l'Arménie et le comportement de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, c'est exactement la même chose. On attaque le voisin et on conteste son territoire, qui est en train de se passer, comme l'expliquait Marie Dumoulin, avec le sud de l'Arménie maintenant, après le Haut-Karabakh. Et d'ailleurs, il y avait eu des accusations selon lesquelles l'Azerbaïdjan avait revendu justement du gaz russe sous étiquette azerbaïdjanaise. Merci beaucoup à tous les deux, Marie Dumoulin et Luc de Barochet, d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde.